On dit parfois, quand tu te mets à penser très fort à quelque chose, cette chose finit par se réaliser. Que t'arrives à attirer toute l'énergie de l'univers vers un même but en concentrant tes pensées. Je crois qu'on appelle ça la loi de l'attraction. Théorie fumeuse pour certains, ou réelle obstination pour d'autres, chacun y trouve son compte. Pour vous donner quelques petits exemples, McGregor a visualisé en boucle son objectif de double champion UFC et Jim Carrey, qui était tellement sûr de lui, s'était fait un chèque de 10 millions de dollars à son propre nom pendant 3 ans. Et devinez quoi, ils ont tous les deux réussi. Mais ce qu'on dit jamais sur cette même loi, c'est qu'elle fonctionne pas que pour les désirs, parce que ce que tu crains finira inévitablement par t'avoir tôt ou tard. 1972, c'est l'année où le parrain sort en salle, l'année où le président Nixon va checker Mao Zedong en Chine, mais c'est aussi l'année où Christopher Wallace vient au monde avec ses 5,3 kg à la naissance. Un poids bien au-dessus de la moyenne pour un nouveau-né, poids qu'il va conserver à base d'une alimentation qui dépasse largement les recommandations de l'OMS. Et tout naturellement avec le temps, il va se construire un certain physique qui va l'amener à se faire surnommer Big. Ouais, les mecs l'appelaient littéralement gros parce qu'il était en surpoids. D'ailleurs, être gros le déplaisait pas tant que ça, puisqu'il s'assumait complètement. Dans un interview, il aurait dit « J'ai beau être gros, black et laid, au moins j'ai du style. » Et ça, du style, il en avait. Jogging bien large, Timberland, des bijoux partout sur le corps, le mec en imposait. La question que vous devez sûrement vous poser en voyant ça, ce serait peut-être d'où est-ce qu'il sort tout cet argent? Et je suis plutôt d'accord avec vous. Comment est-ce qu'il peut se permettre de s'acheter tout ça alors que de base, c'est un fils d'immigré qui vit dans les quartiers craignos de Brooklyn? En 3 mots, trafic de drogue. Est-ce que ça vous choque vraiment? Bon, du coup, il commence à vendre un peu de maïzena à partir de ses 12 ans, ce qui lui permet de faire un peu d'argent. Mais c'est aussi à cette période qu'il commence à gratter quelques textes dans son coin. Petit à petit, il va se mettre à les rapper jusqu'à un moment rentrer complètement dans le délire avec des battles et des freestyles de rue. Et on va pas se le cacher, pour son âge, il est sacrément fort le Big. Ouais, à cette époque, pas de SoundCloud ni home studio, pour se dégoter un semblant de contrat, c'était une galère. Fallait rapper dehors, attendre et espérer qu'un jour, un DJ te repère et te fasse poser sur une mixtape. Aujourd'hui, pas mal de personnes se revendiquent comme les premiers à avoir découvert Biggie, à juste titre, hein. Mais celui qui aura réellement fait avancer le schmilblick, c'est l'ancien DJ de Big Daddy Kane, Mr. C. Pour ceux qui se rendent pas compte, Kane, c'était la référence en matière de rap à cette période. Biggie le considérait même comme l'une de ses plus grandes sources d'inspiration. Un de ses collègues, DJ 50 Grant, a vu le niveau de malade mental du gars en face de lui. Il lui propose alors d'enregistrer 2-3 trucs dans son sous-sol qui vont aboutir à une petite démo. L'air de rien, ça va littéralement changer sa vie, pour le meilleur et pour le pire. Cette démo, 50 Grant l'a fait passer à ce fameux Mr. C, qui tombe amoureux de ce qu'il entend. Totalement sous le charme, il dit qu'il doit à tout prix faire péter ce mec. C'est lui qui va le mettre en relation avec Big Daddy Kane, qui le fera rapper pendant ses tournées au moment des pauses où il changeait. À force, il se fera un petit nom dans la rue et finira même dans la rubrique des jeunes prospects du magazine The Source. À côté de ça, il y a un type qui a déjà fait quelques miracles dans l'industrie musicale. Et ça tombe bien, parce qu'il cherche son tout nouveau poulain. Ce gars-là, vous le connaissez très probablement, peut-être pas pour les mêmes raisons, parce que c'est un certain Sean Diddy Combs, qu'on appelle encore Puff Daddy à cette époque. Aujourd'hui, les gens ont tendance à l'oublier, mais à la base, ce mec est producteur de musique. Et là, on lui dit dans l'oreille qu'il y a un rappeur ultra chaud bouillant qui est en train d'enflammer les rues de Brooklyn. Puff écoute vite fait la démo qui tourne un peu partout et repère immédiatement le talent. C'est l'occasion rêvée de se faire un sacré bifton. Il demande alors à ce qu'on lui réserve un rendez-vous avec celui qui se fait surnommer Biggie Smalls. Le mec qui rentre dans son bureau, c'est pas n'importe qui, c'est un gars énorme de 1m90 pour plus de 150 kg et qui en plus louche d'un œil. Puff Daddy s'attendait à tout, sauf à ça. Mais bon, tant pis, au vu de son niveau stratosphérique, il va devoir faire avec. Il lui fait alors la promesse de le transformer en superstar du rap. Mais pour l'instant, avant de vouloir changer le monde, va falloir régler quelques petits problèmes. Parce que ouais, au moment où Biggie se fait plein de films, Diddy est toujours chez Uptown Records. Et spoiler, c'est pas lui le patron. Malheureusement, le boss du label c'est lui, et j'ai l'impression que ça lui plaît pas trop que Diddy commence à monter un peu trop rapidement les échelons de son entreprise. Il veut absolument pas se faire détrôner, du coup, vu qu'il a le pouvoir, il va tout simplement le licencier. Dévasté, Puff Daddy annonce la nouvelle à Biggie, qui en a visiblement après lui pour tous ses faux espoirs. À cause de ça, il va devoir reprendre ses activités dans la rue, parce qu'à côté, il a pas une thune, sa mère est malade, et il doit nourrir sa fille.
Après un petit coup de mou, Puff Daddy revient plus déterminé que jamais, avec une offre qu'il ne peut pas refuser, 20 000 $. 20 000 $ d'avance pour obtenir ses droits d'édition dans son tout nouveau label, Bad Boy Records. En gros, il toucherait un pourcentage assez conséquent sur les revenus des places de concert, des ventes et plus généralement de la musique de son artiste. Le prix était évidemment beaucoup trop bas pour ce que ça représentait, mais Biggie, c'est pas un avocat ni un pro des contrats. Qui plus est, là il en galère de tal. C'est littéralement une offre qu'il ne peut pas refuser. C'est pourquoi il accepte sans rechigner et finit par signer ce vulgaire bout de papier qui va, sans le savoir, refermer le piège sur lui. En août 1993, c'est officiel, Biggie fait partie de l'équipe. Et pour commencer sur les chapeaux de roue, Puff Daddy a le génie de lancer la campagne marketing du Big Mac. Oui, c'est bien ce que vous pensez, c'est des burgers. Big pour Biggie et Mac pour Craig Mack, l'autre grand rappeur signé chez Bad Boy. Sans mauvais jeu de mots, ces menus spéciaux avec un emballage Bad Boy Records vont se vendre comme des petits pains. Ce gros coup de pub va mettre la lumière sur ces deux rappeurs fraîchement signés chez ce nouveau label. Tous ces efforts semblent payés parce que ça va permettre à Craig Mack de faire décoller son nouveau single, Flava in Your Ear. Craig Mack est le premier à percer avec son album Funk Da World, qui fait disque d'or. Bientôt, ça va être au tour de Biggie, qui est sur le point de sortir, lui aussi, son premier album. Mais avant ça, je dois vous parler de la stratégie de vente giga smart de Puff Daddy. Même si on peut le traiter de tous les noms pour le peu qu'on sait déjà de lui, objectivement, on ne peut rien dire sur sa gestion de la carrière de Big. Ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est changer son nom de scène. Si vous voulez tout savoir, plus qu'un choix, c'est en vérité une contrainte légale pour être précis. Pourquoi? Parce qu'un petit jeune de 14 ans du nom de Biggie Smalls, avec un Y et un Z, menace de porter plainte s'il continue à s'appeler comme ça. Et aussi, il faut savoir qu'à la base, Biggie Smalls, c'est le nom d'un personnage dans le film Let's Do It Again de Sidney Poitier. Du coup, pour éviter tous les problèmes, il passe de Biggie Smalls au Notorious B.I.G. Étape suivante, accentuer ses défauts et limite les rendre stylés. Il est gros, ok, mais il a des femmes qui lui caressent le bide. Il est moche, osef, il a des vêtements de luxe. Il louche, d'accord, mais il a des lunettes Versace. Vous l'aurez compris, il reste plus qu'à le concrétiser. Et ça, avec un album qui va fermer toutes les bouches. Mais faut savoir que Big, même si c'est un rappeur exceptionnel à ses débuts, il avait absolument pas la science du hit. Sans Puff, à mon avis, vous seriez probablement même pas sur cette vidéo. Lui, il voulait que des sons hardcore pour la rue. Talent ou pas, impossible que ça touche le grand public quoi. Didi a donc l'idée d'utiliser des samples de funk déjà connus comme base et d'inclure des refrains plus accrocheurs. Ça leur permet d'avoir quelques hits pour passer en radio et faire les chiffres. Mais en même temps, il lui laisse la liberté de garder des sons plus gangsta avec des paroles beaucoup plus crues et violentes. Au début, Biggie est réticent, mais après un peu de négociation et un peu de THC dans le cerveau, il finit par entrer en cabine et enregistre ce qui va être Juicy. Puff Daddy revient dans le studio et pleure sur ce poulet. Le mec se croit littéralement au drive et en commande un deuxième. Ça devrait le faire pour Biggie qui y retourne et bam, Big Popa. Enfin, après toute cette attente, le 13 septembre 1994, Ready to Die finit enfin par sortir. Sans grande surprise, l'album est un succès, tant sur le plan critique que commercial. Contrairement à un Snoop, un 50 Cent ou un Drake, les ventes ont vraiment été progressives sur le long terme. On est passé de 56 000 la première semaine à plus de 4 millions aujourd'hui. Et ça s'explique formidablement bien parce que c'est juste un chef-d'œuvre en fait. De la production à l'écriture passant par l'interprétation, rien n'est laissé au hasard. Easy Moby a joué un très grand rôle là-dessus, avec des samples bien choisis et une très belle inspiration des sonorités de l'Ouest, ce qui ne dénote pas des tendances actuelles. Pour moi, le truc le plus fou dans cet album, c'est le storytelling. Je veux dire, quand t'écoutes Gimme the Loot, comment est-ce que tu veux ne pas péter un câble? Le mec te raconte précisément un hold-up entre un braqueur expérimenté et son petit. Les deux personnages, c'est lui qui les incarne entièrement en prenant deux voix différentes. Dites-vous que c'était tellement bien fait que les gens pensaient qu'un autre rappeur faisait la voix aiguë. La théorie va un peu durer, jusqu'à ce qu'Easy Moby la démystifie complètement en disant ça. Oh man, that was so dope. Who's gonna think of that? To create two characters from yourself. I'm gonna have one octave lower, then I'm gonna have another one pitched high. Raconter des histoires, c'est bien, mais lui, il veut vraiment utiliser ce don pour parler de la misère de son quotidien et exprimer son ambition dans le rap game. On retrouve vraiment tout ça déterre dans l'album. Rien qu'à l'intro, on comprend qu'il ne va pas y aller de main morte. Yeah, you'll be back. You niggas always are. I got big plans, nigga. Big plans.
Big a faim et il ne peut pas se permettre d'échouer. Il compte réussir et ça par tous les moyens. Sinon c'est retour à la case départ et il va juste croupir dans le ghetto jusqu'à la fin de ses jours. Cette motivation, on la retrouve vraiment sur l'entièreté de l'album. Machine Gun Funk, qui devait être le single à la base, parle de cette transition entre son ancienne vie de dealer et celle de rappeur à présent. Pour lui, les deux univers ne sont pas si différents que ça, et il garde la même mentalité, peu importe le business. D'où le fait que l'entièreté du son soit d'une violence sans nom. Ce sera un reproche qu'on lui fera souvent, mais en vérité, il fait que retranscrire la cruauté réelle de ce monde. Pour Biggie, ça reflète juste sa vie difficile dans les quartiers de Brooklyn, et c'est cette violence qui vaudra justement quelques polémiques. Pour certains, il sera allé trop loin avec cette phrase par exemple. C'est une référence directe à la relation tumultueuse entre le couple Turner, tristement connu pour ses violences domestiques. C'était encore assez tabou à l'époque, mais Big ne s'auto-censure pas. Il reste sans filtre, parce que pourquoi essayer de cacher une quelconque violence alors qu'elle existe partout? Bon, même si le fond de l'album est quand même très sombre, il garde un peu plus de légèreté sur quelques morceaux. Déjà parce que les singles en SOX sont Juicy et Big Poppa, mais aussi parce qu'il parle de sa deuxième plus grande passion après le rap, les femmes. Et pour le coup, la façon dont il en parle est un peu misogyne. Premièrement, on a une interlude que je ne peux même pas vous mettre, sûrement parce qu'il est en train de se Notorious le Big avec une autre femme. Et deuxièmement, parce que les thèmes un peu hot sont partout. Quoi de mieux pour représenter ça que le titre One More Chance, où chaque phrase me rapproche un peu plus d'un strike de la part de YouTube. Il commence le premier couplet en comparant son cardio du soir avec un combat sanglant de Mohamed Ali. Pareil dans Just Playing, où il parle de tous ses fantasmes avec des chanteuses de R&B. Le titre en mode je plaisante désamorcera un peu le truc, même si pas mal de personnes citées vont assez mal le prendre. Il évoquera par exemple les noms de Mariah Carey, Mary J. Blige ou le groupe Escape. Tout ça c'est bien marrant, mais la réalité est bien pire. Même si ce tue au rap et qui démontre sa motivation tout du long, il y a un monde où rien ne marche. Peut-être que la dernière solution dans ce cas pour lui, ce serait de quitter ce monde. Au fond, Biggie il est pas rassuré, il a presque une fascination morbide. D'où le titre de l'album et son morceau éponyme. Pour resituer le truc, Ready to Die, c'est le premier morceau qu'il enregistre. Et à cette période, sa vie est tellement horrible que même avec toute la superficialité que peut apporter la musique, il est quand même prêt à abandonner tous ses proches et mourir. En fait, Ready to Die, c'est la vie de Biggie, ses joies, ses péripéties, ses amours et même ses envies les plus sombres. Il arrive parfaitement à se mettre dans la peau de n'importe qui et retranscrire les émotions de l'intérieur. Tout ça très bien raconté, avec quelques phases éco-trip, un flow exceptionnel et du bon rap quoi. Ça kiffe fort et ça raconte vraiment quelque chose, de plus ou moins romancé. Oui, mais il déballe sa vie comme un film. Attention juste à ne pas demander à l'univers des choses qu'on pourrait finir par regretter. Du coup, Ready to Die va lui permettre dans les grandes lignes de s'élever socialement et de finalement se faire respecter par le grand public rap. Dans la même veine qu'Enigmatic de Nas, il remet la lumière sur un New York délaissé depuis peu pour LA. Certains locaux parlent déjà de roi de New York ou de GOAT, même si en réalité, on en est encore très loin. Faut dire aussi que pour d'autres, c'était tout le contraire. Ils détestaient Biggie, et ça venant même de la part de collègues rappeurs. Spécifiquement de certains membres du Wu-Tang, qui l'ont critiqué pour avoir trahi les codes du hip-hop avec des singles trop commerciaux. Parce que oui, si vous le saviez pas, la plupart des rappeurs new-yorkais à cette époque sont très rattachés à leurs racines. Le rap doit être une musique faite pour la rue, par la rue. C'est totalement impensable de vouloir en faire du profit. En voyant les hits de Biggie, Raekwon et Ghostface Killah disaient qu'il avait vendu son âme. Pourtant, il avait de très bonnes relations avec d'autres membres du groupe, comme Method Man par exemple, le seul rappeur qu'il a invité en feat. En tout cas, ce projet permet vraiment à Biggie de conquérir le cœur d'une majorité de New-Yorkais. Et ce qui est vraiment fort, c'est que cette domination va aussi passer par le biais d'autres artistes. Il est partout, même quand c'est pas lui qui rappe. C'est une surprise pour personne si je vous dis que Biggie n'écrivait pas ses textes. Ça fait même un peu partie de sa légende en fait. Cette habitude va inspirer des Jay-Z ou des Lil Wayne. Des années plus tard vont eux aussi se mettre à retenir leurs textes dans la tête. Ne pas écrire pour lui ne l'empêchera pas d'écrire pour les autres. Et ça va être le cas par exemple chez Lil Kim, pour qui il écrit une très grande partie de son premier album. Même si l'interprétation est vraiment bonne, on sent quand même toute la patte de Biggie. Et d'ailleurs, toujours dans l'idée d'être omniprésent dans la sphère rap, il va diffuser son art en faisant croquer ses potes de Junior Mafia sur l'album Conspiracy. Album dans lequel il apparaîtra seulement sur 4 morceaux différents, mais qu'il a en très grande majorité écrit.
best to believe I can give you what you want and all that you need. Mac and all the ladies. My Moschino hole, my Versace hottie. Come to find out, he was fucking everybody. Tout ça, c'était trop beau pour être vrai, tout marchait beaucoup trop bien, c'était presque devenu une utopie. Mais très rapidement, la vie va lui rappeler à quel point elle peut frapper fort. Après le succès de Ready to Die, il a pu bien profiter, mais s'il veut garder sa place, va falloir se remettre au boulot. Et ça s'avère être très compliqué, parce que ça rime avec faire un meilleur album que le précédent, battre son propre record, faire mieux qu'un album déjà classique, se renouveler quoi. Rien que ça, c'est pas gagné d'avance. Mais qu'est-ce qui se passerait si on rajoutait un peu de piquant à tout ça? Strip club after this. Hell yeah, I'm with that. Get the motherfucking floor, nigga. Get the fuck down. Take everything. Fucking gangsters. Bon, je pense que cette histoire, vous avez sûrement dû l'entendre des milliers de fois. Donc, pour ceux qui savent toujours pas ce qui s'est passé entre Tupac et Biggie, je vais vous la résumer très rapidement avec une petite musique rythmée pour faire passer le tout. Ok, Tupac vient de New York, il déménage très tôt dans sa vie sur la côte ouest et monte petit à petit les échelons du rap game. À côté de sa vie de rappeur, il jouait aussi dans des films, Poetic Justice en est un. C'est sur ce plateau de tournage qu'il rencontre un jeune Biggie, passé justement dans le coin pour promouvoir sa démo de l'époque. Tupac avait déjà parcouru un bon bout de chemin par rapport à lui, et du coup il va décider de le prendre sous son aile en devenant comme une sorte de mentor. Il lui donnera plein de conseils niveau musique, business et même plus généraux sur la vie. À force, ils vont développer une amitié très forte et on les verra traîner souvent ensemble, à des soirées, dans des salles de concert ou dans des radios. Un soir, Tupac sera un certain Quad Studio pour se faire un peu de sous avec un feat. Il sait que toute l'équipe Bad Boy l'attend à l'étage et veut donc prendre l'ascenseur pour les rejoindre. Ni une ni deux, il se fait encercler par un groupe de types louches, puis braqué, et au moment où il voulait répliquer, il se fait tirer dessus à 5 reprises. Tupac est pas content, il pense que Bad Boy et Biggie ont quelque chose à voir avec ça. Tout ça s'accumule au fait qu'à ce même moment, il se fait condamner pour un viol qu'il décrit comme un coup monté. Il finit par entendre le morceau Who Shot Ya, qu'il prend comme une attaque subliminale. Suge Knight entre dans la partie, aligne les billets, fait sortir Tupac de prison et le signe dans son label d'Efro. Il lui explique pourquoi il a fait ça, et ensemble ils partent en guerre contre Bad Boy Records. Pac sort la bombe Hit 'em Up, les médias pètent un câble et transforment une embrouille entre deux frères en guerre nationale, et voilà, on en est là. Pfiou. C'était serré, mais on a réussi à résumer le gros du gros. Biggie ne comprend pas sa réaction. Rien dans le son prouve qu'il s'en prend à Pac. Le seul truc un peu suspect, c'est ce titre. Titre qu'il n'a pas choisi parce que c'était juste un coup de com' de Puff Daddy. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec ça? Oui, non... Je sais pas. Même si tout ça le temps, que son ancien ami l'insulte partout et qu'il a entre guillemets déclenché une guerre East and West, c'est pas la seule préoccupation de Big à ce moment. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux contrat dont je vous ai parlé au début de la vidéo? Vous l'aurez compris, c'était une pure magouille de Puffy. Et même si au départ Biggie n'était pas du tout calé pour comprendre ce qui lui arrivait, il était pas stupide pour autant. Très vite, il va apprendre les ficelles du métier et se rendra compte de l'escroc qui lui sert de producteur. D'après les bruits de couloir de ceux qui côtoyaient Biggie, il se serait petit à petit éloigné de Diddy et aurait commencé à monter sa propre boîte d'édition tout seul. Said, oh, we're going to discuss about you getting your publishing and your marketing back. So I was asking Big's questions about that because I didn't know what publishing was. I didn't know what marketing was. And Big was showing me a contract because I was saying to Big, Big was like, yo, Gene, I like you. I would take you with me, bruh, but you love that nigga too much. Voilà le contexte dans lequel Biggie doit faire son deuxième album. Même s'il avait accompli son rêve de devenir rappeur, la pression était insupportable. Pour cette suite, Puff Daddy avait réorganisé complètement la stratégie de production. Ready to Die avait quelques hits, mais c'était principalement du rap très dur, souvent solo, avec peu de chants. Et bien là, Diddy va pousser le truc à son extrême inverse. L'album va viser un public encore plus large, avec des sonorités retravaillées et plus mélodieuses, et une influence indéniable de R&B. L'image de Biggie et son style vestimentaire vont aussi prendre une direction complètement différente. Logique, même si ça s'appelait déjà Notorious sur le premier album, il ne l'était pas encore devenu. Maintenant que c'est fait, fini les suites à capuche, les jogging ou les maillots de basket, on change totalement de registre avec des costumes sur mesure, des montres de luxe et des cannes de Mac. Bon, même si pour la canne, c'était pas vraiment un choix en fait. C'est sur ce lit d'hôpital, avec une jambe cassée, que les textes de son futur album vont prendre forme. Rester autant de temps seul l'a fait cogiter, et toutes les idées inimaginables lui sont passées par la tête. Là, il voit les choses en grand, tellement grand qu'ils vont devoir en faire un double album. 24 titres, c'est dire l'ambition du truc. C'est limite un blockbuster hollywoodien à ce niveau. Mais par contre, faut faire gaffe avec les doubles CD, parce que le danger, c'est de faire beaucoup trop de sons. Très rares sont les doubles disques qui sont parfaits, mais il y a toujours une exception qui confirme la règle. Et Life After Death en fait partie. Tout
comme le premier opus, l'album est magnifique et on s'y retrouve facilement. Les sujets sur les femmes et sa vie à la Tony Montana sont toujours là et n'ont pas pris une ride. Le morceau Ten Crack Commandments incarne parfaitement ces thématiques. Comme l'indique le titre du son, c'est juste Big qui donne 10 règles primordiales qui ne doivent être brisées sous aucun prétexte. C'est à propos de commercialisation de maïzena en grande surface, 10 instructions à l'image des 10 commandements de la Bible. À part ça, on retrouve toujours les grosses démonstrations de force où Biggie enchaîne le micro sans vergogne. Mais en fin de compte, même si on se retrouve bien dans ce double album et qu'on n'est pas si dépaysé que ça, la réalité, c'est que beaucoup de choses ont changé par rapport à sa préquelle. La période de traversée du désert où il était encore personne n'est maintenant révolue. Argent, femme, succès et gloire, il a finalement obtenu tout ce dont il a pu rêver. Mais est-ce qu'il est heureux pour autant? Est-ce que tous ces sacrifices en valaient la peine? Je crois pas, non. Ça, on va le découvrir très rapidement dans l'album, comme à son habitude. Pour commencer, on a le droit à une intro bien cinématique. Previously on Ready to Die. Là, il nous dit clairement, ouais les mecs, ce que vous allez entendre, c'est pas juste une succession de morceaux placés au hasard dans une liste. Non, non, non. Là, on rentre dans une salle de cinéma. Sans plus attendre, on plonge directement dans la tête de Biggie. Un Biggie extrêmement fatigué qui parle de sa nouvelle relation au rap. Parce que ouais, même si ça fait depuis pas si longtemps que ça qu'il est une star du hip-hop, bien des choses ont changé. Mo Money Mo Problems résume parfaitement la situation. Le titre se suffit à lui-même, c'est pas parce qu'il a de l'argent qu'il a l'esprit tranquille pour autant. Et les problèmes, comment dire? Ouais bon c'est chaud. Tout l'album, Biggie semble préoccupé par la mort. Du début à la fin, il sent oppressé par la haine que les gens ont contre lui depuis son succès. Dans l'intro de Kickin' the Door, on a une sorte de mini-sketch où le personnage du mad rapper se met dans la peau d'un hater de Biggie. These niggas is making $500,000 videos, you know what I'm saying? They driving around in hot cars. This nigga made one album, he making wild records. That Ready to Die shit, it was alright. Le morceau Player Hater, c'est ça en fait. 100% chanté, pas de rap, juste des émotions crues sur une reprise d'Delphonix. Et je vous avoue, Biggie c'est pas un chanteur à la base. Là, il y a beaucoup d'erreurs, sa voix arrive pas forcément à suivre, effectivement, c'est loin d'être parfait. Mais, je crois qu'en fait c'est encore mieux comme ça. Je sais pas, je trouve que ça rajoute vraiment un truc en plus. Avec tout cet enfer médiatique lié à cette guerre East Coast-West Coast, Biggie recevait de plus en plus de menaces de mort par téléphone. Encore plus que dans le premier volet, Biggie semble extrêmement préoccupé par ça. La mort, ça, mort. Le titre de l'album y est évidemment une référence, tout comme ceux des morceaux Somebody's Got to Die, My Fall Down ou le tout premier titre de l'album You're Nobody Till Somebody Kills You, où tu n'es personne avant de t'être fait tuer. Et ça va pas s'arranger avec ce qui va se passer ce 7 septembre 1996. On sait que Tupac a attaqué plusieurs fois son ancien ami Big de façon plus qu'explicite. Dans l'image collective, Biggie ne répondra jamais vraiment à tout ça, et qu'il s'attendait à ce que Pac retrouve la raison pour finalement faire la paix. Mais dans les faits, il n'était pas inactif dans ce clash pour autant. C'est peut-être même l'inverse en fait. Si vous l'aviez pas vu, c'est excusable à vrai dire. En vrai, même moi, au premier regard, je pouvais rien affirmer, parce qu'en fait, c'est un peu sa marque de fabrique aussi. Attaquer en subliminal, c'est tout un art, et Biggie en était un très grand adepte. Cette phrase de Kickin' the Door, par exemple, est censée être un pic destiné à Nas. Vu que c'est du subliminal, et que les noms ne sont pas clairement cités, on peut jamais être sûr à 100%. Mais parfois, c'est tellement flagrant, ça en devient presque évident. C'est pourquoi on peut supposer que Biggie a attaqué plusieurs fois Tupac sur des morceaux dans Life After Death. Pour beaucoup, Going Back to Cali était une provocation aux habitants de la côte ouest. L'argument, c'était que Biggie soit retourné en Californie pour voir ses fans, alors qu'il sait très bien ce qui se passe actuellement. Mais Osef, il y va quand même, parce que c'est lui le boss. Après, je dirais que le morceau le plus parlant, c'est What's Beef, une sorte d'explication très détaillée et profonde de ce qui est réellement un beef, ou une embrouille en français. Pour Big, un beef, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup trop loin. C'est le fait que tu puisses te faire buter à n'importe quel moment, ta mère se sente jamais en sécurité, ou que tu te fasses observer partout, jusqu'au moindre faux pas. Ça n'a rien de normal pour une simple embrouille dans le rap. Malgré ça, une erreur, et tout se termine pour toi.
Après cet événement dévastateur pour n'importe quel fan de hip-hop, les tensions entre la côte Est et Ouest ne vont que s'empirer. Dans la foulée, Biggie va faire une interview pour parler de Tupac avec un ton jugé presque nonchalant. Les gens vont prendre ça pour une énième provocation et Biggie reçoit toujours plus de menaces de mort. À l'instar de son ancien ami Tupac, ça lui installe une vraie paranoïa. Il voit la mort partout comme une peur ou alors une solution inévitable. On est le 8 mars 1997 au Soul Train Awards à Los Angeles. Biggie est accompagné de l'équipe Bad Boy pour participer à la cérémonie. Ça se passe relativement bien et il remet même le prix du meilleur single de R&B Soul féminin à Toni Braxton. What's up, Cali? You're making me high, Toni Braxton. Évidemment, il n'est pas le bienvenu sur la côte ouest et se fait huer comme pas possible. Après l'événement, ses potes et lui décident d'aller à une soirée organisée par le magazine Vibe. Tout le monde allait s'y rendre, c'était la soirée à ne pas louper. Biggie sent au départ comme un très mauvais pressentiment, et avait même refusé. Mais au final, il se laisse convaincre pour faire plaisir à Puff Daddy. Dans le club, ça joue en boucle son tout nouveau single Hypnotize, et l'ambiance reste assez festive. Biggie arrive finalement à prendre un peu de repos dans tout cet environnement stressant, et oublie, l'espace d'un instant, que sa vie ne tient qu'à un fil. À la sortie, il croise plusieurs potes, dont Jermaine Dupri, le patron de Soso Def. Il attendait justement qu'on vienne le chercher, et Biggie s'arrête quelques minutes pour discuter rapidement avec lui. Big lui prévient de ne pas traîner trop longtemps dans les parages, et lui propose même de monter dans son van. Jermaine Dupri finit par refuser en voyant son véhicule arriver. Il ne le savait pas encore, mais c'était la dernière fois qu'il allait voir son ami. Feel like death is fucking calling me. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in white. Le monde du hip-hop est en deuil et assiste à contre-cœur aux funérailles du tristement regretté Christopher Wallace, qui rejoint donc Tupac au panthéon des légendes. Life After Death, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sortira seulement 16 jours après l'incident et fera 10 de diamant dans la foulée. Le projet sonnera presque comme un signe du destin pour les fans. Le titre, les thèmes, jusqu'à certaines phrases très précises, semblent beaucoup trop suspects. Il n'en fallait pas plus pour que des centaines de théories du complot se diffusent. Mais non, Biggie nous a bien quitté ce 25 mars 1997, emportant avec lui tous ses problèmes du quotidien et une petite partie de l'histoire du rap. À l'heure actuelle, ce meurtre reste un mystère, une énigme, mais surtout une tragédie. C'est jamais très facile d'accepter la mort de quelqu'un qu'on aime, mais surtout, aucune mère ne devrait avoir enterré son propre fils, encore moins à seulement 24 ans. Les décès respectifs de Tupac et Biggie provoqueront une grosse prise de conscience générale, mais malheureusement, comme on ne retient jamais les leçons, ce genre de catastrophes vont se répéter dans le futur. After an up-and-coming rapper is shot dead, 20-year-old XXXTentacion killed in an apparent robbery. Rapper Proof is shot and killed in a nightclub in Detroit. His real name is Deshaun Holton. Pop Smoke was known by some of the biggest names in the business, like Nicki Minaj and 50 Cent. The murder has stunned fans. Rapper Boone Vaughn and her group. Grammy-nominated rapper Nipsey Hussle. En tout cas, l'impact de Big sur le rap sera démentiel. Plus de 30 ans après, on continuera de célébrer son tout premier album, et beaucoup de personnes l'incluront dans leur GOAT list. Il sera une énorme source d'inspiration pour des rappeurs comme Jay-Z, Kendrick Lamar ou J. Cole, et continuera d'influencer des générations entières. Même si Biggie n'est plus là pour voir ça, il a prouvé à tout le monde que la seule limite pour devenir quelqu'un, c'était nous-mêmes. Bon, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Non, si la vidéo elle sort, c'est qu'elle a demandé beaucoup de travail. Si vous voulez m'aider, vous savez ce qu'il vous reste à faire, j'ai pas plus forcé. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? La chaîne continue, ça avance bien. On essaye de continuer sur cette bonne lancée et faire toujours des meilleures vidéos pour 2025. Pour ceux qui sont intéressés, il y a la bêta Musée qui est ouverte. L'application de streaming dont je vous ai parlé depuis tellement de temps, ça doit faire depuis octobre ou novembre. Bon, si je dois résumer,
c'est une application de streaming pour les indépendants. Vous pouvez venir poster un son, écouter des musiques d'autres artistes et voilà, tout le monde est content quoi. On est en train de développer pas mal de fonctionnalités, donc si vous voulez rejoindre le projet, même proposer certaines suggestions, revenir sur certains bugs, certains trucs qu'on devrait améliorer, il y a le Discord pour ça, que je vous mettrai en description ou en commentaire épinglé, peu importe. Et pour Musei, c'est simple, il y a plusieurs moyens d'aller dessus, mais je vais tous vous les dire, comme ça sera plus simple pour vous tous. Alors vous pouvez soit aller sur Google, taper Musei, vous trouverez ça direct dans la barre de recherche, ou alors vous allez sur musei.fr, où le lien sera en description et en commentaire épinglé. Voilà. Ah, d'ailleurs, une chaîne secondaire que j'ai créée avec mon ami et mon associé Dynasty Rap. On est en train de préparer quelques trucs, il y aura du contenu qui arrive très prochainement. Le lien est aussi en description. Et sur ce, je pense que je peux vous dire à la prochaine quoi.